Je suis toujours heureuse de présenter mon expérience en tant que chercheuse et donc j'ai répondu avec plaisir à votre demande et vraiment un grand merci de me permettre d'être là aujourd'hui. L'accès à l'information numérique sur Internet a modifié l'acte empirique de la recherche en histoire dans les archives. La mise à disposition sur le web de certaines sources primaires, ainsi que les répertoires et les inventaires également, facilite le travail à distance des chercheurs et des chercheuses. Quant aux nombreuses archives qui ne seront jamais numérisées par les archives nationales, départementales, municipales, l'apport de la photographie numérique permet de concentrer le travail aux archives, donc sur place, sur une courte période, quand il fallait auparavant plusieurs semaines, des mois, des années, dans les salles de lecture pour dépouiller et transcrire les documents. Nos pratiques sur les sources en sont bouleversées. Par ailleurs, si les chercheurs manipulent les données numériques mises à leur disposition par les archivistes, ils utilisent aussi des images récupérées facilement sur le web, photographiées par eux-mêmes quelquefois, mais également par d'autres, professionnels ou non, qui déposent en ligne leur cueillette numérique. C'est une expression que j'emprunte à Yann Potin des Archives nationales. Bien entendu, je n'omets pas de mentionner les données mises en ligne par d'autres chercheurs ou par des érudits comme certains généalogistes, données que nous pouvons parfois réutiliser. Mais à quelles conditions pouvons-nous les réutiliser ? Le travail considérable de numérisation en cours dans les archives permet aux historiens de revisiter les sources primaires, bien plus nombreuses aujourd'hui, à notre portée. Cependant, nos cerveaux humains, à eux seuls, ne sont pas en mesure d'étudier toute cette masse de données. Nous devons nous faire aider, d'une part par les ordinateurs, aux capacités bien plus importantes, et d'autre part en acceptant le travail collaboratif et le partage des données. La production des données proposées par les archivistes et leur éventuelle réutilisation nous amène à nous interroger. Je vous propose de démontrer en quoi la nouveauté principale concerne le flux du travail, en anglais workflow, entre les archives et leurs usagers de la recherche historique. En offrant au plus grand nombre, chercheurs ou amateurs, les matériaux archivistiques permettant d'élaborer les récits historiques, les services d'archives enclenchent une nouvelle dynamique et bousculent les modèles. Les chercheurs ne sont plus les seuls à accéder aux documents rares qui, numérisés, peuvent aujourd'hui être scrutés à l'autre bout de la planète par tous les internautes. Je vous propose de revenir quelques années en arrière pour montrer le chemin parcouru en seulement à peu près 10 ans. Jusqu'aux années 2000, l'enquête historique exigeait une fréquentation assidue et prolongée des chercheurs et des chercheuses dans les différents services d'archives. Le choix des sources s'opérait dans la salle de lecture avec l'aide des agents des archives, voire même grâce au bouche à oreille entre chercheurs et amateurs. Puis, le dépouillement était réalisé soit à l'aide d'une grille établie dès le début du projet, soit par des transcriptions partielles. Finalement, ces dépouillements comportaient bien des erreurs, humainement explicables, qui obligeaient à des retours multiples dans ces mêmes lieux d'archives, afin de compléter les notes prises trop rapidement et sans la réflexion nécessaire à un dépouillement de qualité, surtout en début de projet. L'usage de la photocopie était limité, à la fois pour des raisons économiques, c'était très cher, et pour des raisons de fragilité de documents comme les parchemins. J'ajoute que la consigne des agents des archives était de lire les préambules des répertoires et des inventaires qui détaillaient les méthodes de tri et de classement des archives toujours, récupérées à partir de la Révolution française, quelquefois dans des actions rocambolesques. Nous y découvrions aussi et surtout les critères de destruction des archives, car la conservation des archives, ne l'oublions pas, signifie tri préalable et destruction. Je propose maintenant de répondre à la question suivante. En histoire, en quoi le numérique est à la source d'un changement de mode de pensée et d'écriture, passant de la linéarité d'un récit d'autorité
à une structuration rendant l'analyse traçable et vérifiable, ce qui autorise d'ailleurs à la réutilisation des données produites au cours de la recherche. Dans un premier temps, donc, je vais remonter dans le temps avec vous pour répondre partiellement à cette question posée. À la fin des années 90, je travaillais sur les rôles et pouvoirs des femmes au XVIe siècle dans la France de l'Ouest. Une de mes sources était la série E, les titres de famille, aux archives départementales de Loire-Atlantique à Nantes. Plus de 500 années d'archives à Nantes. En 1491, au moment où Anne de Bretagne devient reine de France, les archives de la Chambre des comptes déposées à Nantes constituent la mémoire du duché et de son domaine. Alors voici typiquement une source sur laquelle je travaille, ainsi bien sûr que les seiziémistes. Donc vous voyez l'écriture, le problème de l'écriture, le problème aussi des bêtes, qui font partie de nos sources, mais qui sont un peu détestables. Vous voyez, il n'y a rien à faire contre ces micro-bestioles, simplement aller se laver les mains régulièrement. Donc voilà sur quoi je travaille, et les seiziémistes avec moi. Alors, ici, un petit retour en arrière, nous travaillions avec des meubles, comme cela, dans lesquels il y avait ces fameuses fiches qui avaient été... Alors ici, elles sont imprimées, tapées à la machine. Elles pouvaient être aussi manuscrites. Alors voici les archives départementales à gauche. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, on voit des machines, c'était pour les microfiches, et ici pour les microfilms. Et derrière le comptoir de la banque, il y avait bien sûr les fameuses machines à photocopier. Voilà. Aujourd'hui, c'est un nouveau visage. Tout est fait pour l'ordinateur. Tout est fait pour, alors pas l'Internet, mais l'intranet. Et nous sommes passés, donc, je dirais, de 100 ans à peu près, entre ces deux photos, alors qu'il y a eu 10 ans. Alors, ces titres de famille dont je vous parlais, elles ont été en partie seulement imprimées au début du XXe siècle, je crois. Alors, ici, c'est un inventaire. Et ce même inventaire a été récupéré et numérisé. Et voici maintenant le guide thématique pour la série E, tel que nous l'avons sur Internet. Donc, il y a également un monde entre ces deux pratiques. Nous nous sommes toujours fiés aux instruments de travail, comme les inventaires qui étaient mis à notre disposition, et pourtant, nous pouvions rencontrer beaucoup d'incompréhensions entre les archivistes, hommes de leur temps, je dis bien hommes, à l'époque ce n'était que masculin, et nous, historiens ou historiennes de la fin du XXe siècle. Alors, pour illustrer mon propos, je vous donne un exemple réel. Au début de mes dépouillements des titres de famille sur fiches, tels que je vous l'ai montré tout à l'heure, il m'est apparu que cette source était exclusivement masculine. Nous parlons de famille. Peu de noms féminins étaient référencés dans les inventaires. Je parle là des inventaires sur fiches. Heureusement, des actes comme les contrats de mariage pouvaient me laisser croire que des femmes y étaient présentes. Et j'ai eu raison d'ailleurs. L'inventaire débuté au XIXe siècle a été établi par des hommes dans leur époque avec les idées de leur temps. Des archivistes du XXe siècle ont continué à cataloguer des actes concernant les femmes sous des identités masculines. Je vous donne donc un exemple qui est le contrat d'acquêt de Damoiselle Guillaume Bridon, dame de la Touche, donc une noble, veuve de feu honorable Laurent le Tesserand, auprès de sa sœur Isabeau Bridon, femme de Marc Arnis. Cet acte était répertorié à Le Tesserand, donc, alors qu'elle était veuve, sans mention de Bridon. Il s'agissait même de lire les documents dans leur ensemble, car une main, l'archiviste, me semble-t-il, avait même ajouté sur le document lui-même contrat d'acquêt fait par Le Tesserand, alors qu'il était mort, d'avec Arnis et femme. Les sœurs Bridon, véritables actrices de l'acte, avaient disparu. Aujourd'hui, par toute la campagne de numérisation faite aux archives départementales de Nantes, voilà ce que ça donne. Vous avez Le Tesserand Louis, achat par sa veuve Guillaume Bridon, dame de la Touche de droit et héritage provenant de Julien Bridon. Vous voyez, il y a eu tout un travail de fait depuis à peu près 10 ans. Et je ferai remarquer que depuis la fin des années 90, il y a beaucoup de femmes entrées aux archives. C'est ma partie gender.
Alors, je veux quand même revenir sur la définition. Qu'est-ce qu'une donnée en histoire? En histoire. Alors, voici, je suis très pragmatique. Voici un exemple. Une donnée est une description élémentaire d'une réalité historique. Donc, je vous donne une donnée qui est Catherine de Médicis est née à Florence. Voilà, ça c'est une donnée historique. Alors, d'où vient cette donnée? C'est le résultat d'un travail sur les sources brutes ou primaires, donc là, a priori, tiré d'un acte de naissance. Mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce qu'il y a une caractéristique en recherche historique, c'est que la réalité est étayée par les sources avec parfois des contradictions ou des incertitudes. Vous allez me dire, oui, mais là c'est un acte de naissance. Eh bien non, parce que l'acte peut être faux, on peut avoir récupéré soi-disant sur un acte de naissance, mais c'était l'acte de baptême, donc ce n'est pas la même date, etc., etc. Donc en réalité, je dirais avec exagération, tout est sujet à caution. Une donnée historique ne peut pas exister sans les sources qui l'étayent. Et je dis bien les. Il faut croiser les sources. Alors, je reprends également du livre blanc, dont M. Cotte nous a parlé, les définitions qui ont été mises dans un glossaire. Je trouvais ça très pratique. Donc, données de la recherche, ensemble des données ayant servi à l'établissement d'un résultat scientifique, alors que l'ensemble des données de la recherche, de la science, pardon, les données de la science, c'est l'ensemble des données de la recherche et des résultats scientifiques. Donc, il y a un glossaire à la fin de ce livre blanc qui est assez intéressant et pratique. Alors, qu'est-ce que la production des données numériques induit? Aujourd'hui, il nous faut comprendre comment les sources sont numérisées, pourquoi certaines ne le seront jamais, comme ma source que je vous ai présentée, et feront l'objet d'une simple description, mais surtout comment le système de classement a évolué avec l'informatique. Donc restons sur les identités, je vous parlais de Guillaume Bridon tout à l'heure, et sur les données textuelles. Les usagers des archives et des bibliothèques sont confrontés à un nouveau vocabulaire. Par exemple, référentiel, autorité, descripteur, vedette. Si un référentiel est une description des normes, je vous donne les définitions, la vedette est la rubrique principale dans laquelle sont données toutes les références se rapportant à un nom précis. Pour l'institution qui détermine le cadre de classement, il s'agit alors de choisir la référence vedette et de décliner toutes les autres appellations. Une recherche effectuée sur les différentes appellations doit aboutir à l'identité vedette. Ainsi, dans le domaine des bibliothèques, la BNF utilise un fichier d'autorité, soit une vedette, avec du contenu qui forme une notice. C'est une liste d'entrée d'autorité personne. Voyez ? Quant au site des Archives de France, l'historien peut y trouver des informations de ce type. Nomina est un schéma XML spécifique qui permet de décrire toutes les données nominatives possibles. Téléchargeable, je l'ai fait, ce fichier en format XSD peut paraître complètement abscon aux chercheurs sans culture informatique. Le langage XML, qui est énormément utilisé par les archivistes et les bibliothécaires, est un langage qui décrit les documents structurés. Structurer des données, c'est convertir des données, alors moi j'entends textuel, dans un format exploitable par un ordinateur. C'est utiliser un langage formel comme XML. Par exemple, le texte numérique est alors exploitable par l'humain et par la machine. C'est tout l'intérêt. Les données doivent être réexploitables, ce qui est nouveau en histoire. La mutation des métiers des archivistes et des bibliothécaires a précédé celle du métier des chercheurs en histoire. Je reconnais bien volontiers les dangers de la classification qui ne datent pas de l'ère informatique. Verrouillage de connaissances qui sont fluctuantes, comme les changements d'identité, la non-gestion de l'incertitude et de l'approximation, la prééminence d'une institution sur une autre pour la diffusion des listes d'autorité, etc. Pourtant, si toute classification est réductrice par nature, les indexations et les typologies reviennent en force et nous n'y échappons pas. En fait, les capacités énormes de nos ordinateurs autorisent une exploitation différente des données grâce à des listes qui sont dressées automatiquement, dynamiquement.
Les nouvelles formes de classification ne sont pas donc une nouveauté, comme je vous le disais, ce sont les possibilités qu'offre l'ordinateur qui ouvrent de nouvelles perspectives. C'est le nouveau type d'activité intellectuelle que déclenche cette nouvelle technique, comme le classement des mots, pour préparer les index et l'élaboration des tableaux et des renvois. Ce nouveau type d'activité intellectuelle provoquera un renouveau de la pensée intellectuelle. Et là, bien sûr, j'ai déjà fait un article là-dessus où j'explique tout cela en faisant un rapport avec la Renaissance du XVIe siècle en France. Ensemble, nous devons veiller à ce que la numérisation des sources, leur catalogage, les normes et leur description soient le reflet de la réalité des données archivistiques. Autrement, nous aurons les mêmes problèmes que je vous ai indiqués tout à l'heure, il y a 100 ans. Je prône donc pour un travail en commun. L'apport des nouvelles technologies oblige les chercheurs et les chercheuses à réfléchir de nouveau sur leurs pratiques. Mais quels sont les changements dans le processus d'élaboration des savoirs ? Il s'agit de comprendre comment le récit final d'un historien se construit et quelle en est la chaîne de production. Cette chaîne de production des savoirs débute avec le matériau archivistique, puis se poursuit avec une prise de notes pour finalement se terminer avec la rédaction d'un récit de synthèse des analyses qui découlent du travail préalable. Le processus dans l'enquête historique ne s'est guère encore renouvelé. Cependant, les sciences de l'informatique nous bousculent. Restituer numériquement le processus de l'élaboration des savoirs nécessite la mise en relation des documents numérisés, des transcriptions, la prise de notes en lien avec la description des documents d'archives, des inventaires par exemple. Toutes ces données pouvant être partagées dans le cadre d'un projet. Concrètement, il est souhaitable que des plateformes de travail soient mises à notre disposition. Une telle plateforme de travail pour la saisie collaborative sur Internet comprendrait un ensemble de logiciels formant comme une boîte à outils pour l'historien. Parmi ces outils, des logiciels de visualisation, d'exploration des données permettraient de préparer la phase ultime du travail de l'historien, qui est le récit. Cette méthode permettrait une navigation aisée entre le résultat de l'exploitation des données, les listes d'index et les textes qui sont analysés. Grâce à la production automatique des tables d'analyse, qui deviendraient alors des instruments de travail, les multiples index croisés autoriseraient un travail d'écriture facilité. La plateforme permettrait ainsi de suivre le processus de l'élaboration des savoirs et de le rendre explicite. Il serait alors possible de vérifier et de tracer les données et en cas d'erreur qui se propagerait, de savoir d'où elle vient. Grâce à la traçabilité et tout en gardant le contexte, l'analyse se trouverait étayée par un raisonnement dont on peut remonter la provenance. L'exploitation historique en est simplifiée et corroborée. Les analyses sont vérifiables et réutilisables. Les erreurs d'interprétation sont limitées, puisqu'on peut les corriger. La recherche en histoire devient reproductible. C'est à cette condition que la réutilisation des données de la recherche me semble possible. Comment réutiliser ces données ? Par une extraction automatique, par une requête. Par exemple, les ressources qui référencent les URL des services d'archives peuvent être récupérées sur Internet et permettent une analyse ultérieure des mêmes sources. En conséquence, la récupération automatique des résultats d'une recherche empirique donnera aux archives même, à l'institution, le matériau pour imaginer quels autres services apporter au public. Et je peux vous assurer, pour travailler avec eux, qu'ils y pensent. Les chercheurs qui ont parfois bénéficié du travail bénévole d'amateurs, comme les généalogistes, sont voués à remettre leur travail intermédiaire sur l'objet, le document, la source, ainsi que leur transcription et leurs notes. Cette nouvelle publication sera visible sur Internet et sera d'ailleurs une forme de protection pour les différents protagonistes des projets. En conséquence, la réutilisation de leurs données s'en trouve sécurisée puisqu'elle est traçable. Ça a été mon propre cas. Il y a 10 ans,
le fait d'avoir mis ma thèse en ligne au lendemain de ma soutenance m'a protégée, puisque je savais que je n'aurais pas le temps d'écrire un livre tiré de ma thèse rapidement. De plus, autre avantage, grâce à une lecture dynamique sur le site Compagnon, j'avais un site Compagnon, qui accompagne ma thèse, l'internaute peut en remonter la provenance. Alors, je vous ai mis une diapo un peu de synthèse, j'ai essayé. À la demande, donc c'est en conclusion, je peux dire qu'à la demande d'historiens soucieux de montrer le processus mental de leur travail, des projets de plateforme existent déjà. J'en citerai 2 que je connais. Le projet européen Sendari, abrité aujourd'hui par Daria. J'ai été une des testeuses de cette plateforme. Et également Simoji, ici à Lyon, 2 projets qui tentent de répondre à nos besoins. Je vous remercie. Alors, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les archives, je peux leur faire de la pub. Ils viennent de sortir fin mars, elle est datée de 2015, mais c'est fin mars que c'est sorti. Voyage extraordinairement numérique, 10 ans d'archivage électronique et demain. Et vous trouverez également mon dernier article dedans. Voilà. Merci pour cet exposé très intéressant et très dynamique. Alors, nous allons avoir le temps de... S'il y a plusieurs questions. Alors, moi, la question que je me posais, c'est qu'on a bien compris que l'entrée du numérique dans la recherche en histoire a dû, comme vous avez dit au départ, changer vos façons de travailler. La question que je me pose, est-ce que c'est pas aller un peu même plus loin, pas une révolution culturelle, c'est pas le bon mot, mais changer même vos modes de pensée. Oui. Oui. Voilà, je sais pas si le terme n'est pas trop fort, mais... C'est une aide à penser, en tout cas. Ça, c'est certain. Alors moi, j'ai un peu travaillé dans différents contextes avec les archives sur un autre problème qui est celui de... Donc, on parle de l'historien de 2500 qui s'intéressera à ce qui se passait en 2016 et qui est la question de la conservation et de la pérennisation de ce qui est produit aujourd'hui en numérique. Natif. Natif. Ouais. Alors, moi, ça, bien sûr, c'est pas Non, mon problème. j'entends bien, mais Ouais. je pense que c'est aussi un prolongement et sur lesquels je pense qu'il y a des travaux à faire entre disciplines des sciences humaines et sociales et les archivistes, parce que c'est la question vraiment de la préparation du matériel de demain. Voilà, enfin, c'est pas vraiment une question, mais je pense que là, il y a... Et du coup, on voit bien que toute la question de ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec la notion un peu d'enveloppe, etc., c'est la façon dont les documents aujourd'hui sont produits. Alors, je ne sais pas si les actes de baptême sont réimprimés aujourd'hui ou pas, enfin, mais y compris dans la production qui est faite par les administrations centrales, les choses comme ça, c'est des questions très vives qui se posent, ne serait-ce que de savoir comment on relira ces documents dans 100, 200, 300 ans. Alors, je côtoie beaucoup Dominique No, qui est conservatrice et qui a un rôle très important aux archives départementales Loire-Atlantique. Je la côtoie depuis maintenant, je ne sais plus, 15 ans. Et elle est spécialiste de ça. Et donc, on en parle de temps en temps, même si ce n'est pas trop, moi, mon problème. Hein. Ce que j'ai trouvé, c'est elle qui m'a contactée pour que j'écrive pour ce livre, parce que je suis la seule historienne à avoir répondu favorablement à leur demande. Et ce qui était très drôle, c'est que vous voyez, moi, je n'ai pas tout lu encore, j'en suis à la moitié parce qu'il est gros, et je viens de le recevoir. Mais vous voyez mes petits trucs verts, là, eh bien, ça explique l'origine du travail en archives avec les cartes perforées. Comment ils ont été confrontés au problème à la fin des années 50, je crois, si j'ai bien lu. Et c'est très intéressant. Et on comprend aussi pourquoi, aujourd'hui, ils sont confrontés à des problèmes qui ne sont pas énormes. Ils ont l'air de prendre ça avec facilité, parce qu'ils ont 50 ans derrière eux, où ils ont été confrontés au changement de matériaux. Parce que, voilà, une carte perforée, aujourd'hui, allez la lire. Vous voyez ? Donc, alors je vous parle de la carte perforée, mais il y a d'autres. Il y a eu les premiers langages sur des gros ordinateurs, et maintenant les bandes sont illisibles. Donc voilà, ils ont du vécu. Les archivistes ont du vécu. Et donc maintenant, ils ne referont pas les mêmes erreurs. Voilà, donc c'est déjà quelque chose de bien. Maintenant, c'est vrai que je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est intéressant à lire, oui, toute l'histoire de ces problèmes des sources natives électroniques. Ouais. Ouais. C'est très intéressant. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci.